Chers amis, nous revoilà pour notre seconde vidéo, donc pour lequel nous allons poursuivre cette approche patrimoniale. Donc, nous allons aborder dans cette vidéo les différentes approches avec la ligne de vie patrimoniale, et nous allons regarder une étude de cas très simple pour vous forger un petit peu aux réflexions et aux questions qu'il faut se poser dans ce cas de figure. Donc, les différentes approches. Les différentes approches, il en existe trois principalement. Donc on peut avoir une approche produit. Alors une approche produit, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui souhaite ouvrir un PEA pour s'amuser en bourse. Voilà. Donc je veux m'amuser en bourse, je veux ouvrir un PEA. Voilà. J'ouvre un produit, je prends un PEA. Est-ce que c'est judicieux ou pas? C'est une autre question, mais c'est ce qu'on appelle une approche produit. Comme j'ai envie d'ouvrir par exemple un livret A pour garder ma trésorerie plutôt que de l'avoir à zéro sur un compte courant. Au niveau de la seconde approche, il peut y avoir ce qu'on appelle une approche besoin. Alors une approche besoin, c'est quoi? C'est exemple, je veux me protéger en cas de dépendance parce que ma retraite ne sera pas suffisante et ne couvrira pas le prix d'une maison de retraite. Donc ça, c'est plus une approche besoin. Donc, bon, voilà. Donc c'est un exemple type, il y en a d'autres. Troisième approche, c'est l'approche globale. C'est plutôt l'approche qu'il faut aujourd'hui prioriser, puisqu'elle va englober les quatre piliers que je vous ai parlé dans la première vidéo. Elle va englober le juridique, le fiscal, le social et le financier. Donc cette approche, elle permet d'analyser votre situation sur tous les aspects des quatre piliers et de mesurer comment vous êtes impacté lorsque vous prenez une décision. Donc ça, on va le regarder sur l'étude de cas que je vous propose. C'est une étude de cas toute simple qu'on va regarder juste ultérieurement. Alors la ligne de vie patrimoniale, c'est quoi? La ligne de vie patrimoniale, c'est ce qui en principe guide nos projets, nos préoccupations suivant notre âge. Donc il y a quatre grandes classes que vous pouvez constater. Il y a les jeunes actifs, les actifs. Vous avez les jeunes retraités et les retraités. Ensuite, bien sûr, les seniors, ultra seniors, et voilà. Donc 18 ans, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est qu'on peut démarrer dans la vie à trouver un emploi, pour ceux qui ne font pas de longues études. 18-35 ans, on est jeune actif. 35 ans, on cherche à protéger sa famille. Par exemple, si demain il y a un accident, comment je peux préserver la scolarité de mes enfants s'ils font des études plus tard. Donc ça, c'est comment je me protège, comment je protège le conjoint. Ensuite, dès qu'on approche 50 ans, on commence à réfléchir à préparer sa retraite quand on est actif. Donc ensuite, dès qu'on approche les 60 ans, ça va être davantage la protection du conjoint. On commence à être à partir de 60 ans, 62 ans, 63 ans, jeune retraité, jusqu'à 70 ans. Donc là, c'est, on va dire, protéger son conjoint, commencer la transmission entre 60 et 70 ans. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, préparer sa transmission, ça se fait de plus en plus tôt. Et le leitmotiv, c'est anticiper les choses. Plus vous anticipez les choses au niveau de la transmission, et moins vous êtes impacté plus tard. Et ensuite, bien sûr, quand on approche des âges avancés, 80, 85, c'est ne pas être à la charge des enfants. Donc cette ligne de vie, c'est ce qui guide un petit peu nos projets, nos préoccupations et nos décisions. Alors, nous allons prendre une étude de cas. Une étude de cas tout à fait simple. Donc cette étude de cas, ça va permettre de réfléchir ensemble. Donc c'est monsieur et madame, ils ont 65 ans, ils ont un patrimoine immobilier de 600 000 euros, ils ont 2 enfants, ils sont imposables avec un revenu fiscal de référence à hauteur de 35 000 euros. Et là, monsieur vient de recevoir 60 000 euros d'un héritage de sa maman et il se demande quoi faire. Voilà. Donc là, il se pose plusieurs questions. Donc premièrement, c'est ces 60 000 euros, est-ce que j'ouvre une assurance vie? Alors placé à 1,5 sur du fonds euro ou autre, peu importe. Est-ce que je reverse sur mon plan épargne logement que j'ai ouvert en 2007? Est-ce que je pars sur des SCPI qui sont en règle générale de l'ordre de 4% de rentabilité brute? Ou est-ce que j'achète tout simplement un bien immobilier type T2 en dur pour le louer? Donc voilà, ça c'est un cas vraiment classique et très simple. Et nous allons regarder derrière quels impacts il peut y avoir à prendre une décision, ne serait-ce que sur ces quatre points. Alors, quelques réflexions que nous pouvons avoir.
Déjà, dans la première réflexion qu'il faut avoir, c'est que si cette personne souhaite de la disponibilité en cas de besoin, donc il faudra qu'il privilégie en priorité ou l'assurance vie ou un support financier. On est bien d'accord que tout ce qui est SCPI ou immobilier direct, c'est moins liquide, moins disponible. Ça l'est quand même, mais pas à la même échéance. La deuxième réflexion qu'il faut avoir, c'est si sa motivation première est le rendement. Donc il devra considérer, par exemple, s'il prend un T2, il devra considérer tous les frais. C'est-à-dire les frais de notaire, le foncier, les assurances, les charges de syndic, les carences de location, les travaux, ce qui amènera un rendement souvent bien plus faible que des SCPI. Deuxièmement, si on part du principe qu'il part sur un plan épargne-logement, les intérêts du plan épargne-logement, ou des SCPI avec les revenus des SCPI, ou les loyers d'un appartement, vont subir l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, c'est suivant la tranche marginale d'imposition. Est-ce que c'est judicieux ou pas? Si vous êtes dans une tranche marginale à 30%, vous rajoutez 17,2 de prélèvements sociaux. Lorsque vous rentrez 10 000 euros de loyer, il faudra déduire 47%, quasiment 50% de ces revenus. Donc en net, il restera grosso modo un peu plus de 5 000 euros. Troisièmement, avec un plan épargne logement, avec les SCPI ou l'appartement, il faut savoir que le revenu fiscal de référence, chose que nous avons abordée sur le pilier du social, le revenu fiscal de référence du foyer va augmenter. Donc ce qui va leur modifier déjà, comme ils ont 35 000 euros de revenus, leur taux de CSG sur la retraite. Il faut savoir que le taux de CSG sur la retraite, vous avez 3 paliers. Vous avez un faible, un intermédiaire et le palier maxi. Donc là, il faut savoir que leur retraite, la CSG va passer de 6,60 à 8,30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'en apercevoir de suite, mais dans les 2 ans qui suivent, ils vont perdre environ, par l'augmentation de cette CSG, cette augmentation de CSG, ils vont perdre environ 660 euros par an. Donc vous voyez, c'est uniquement une réflexion qu'il faut avoir, c'est un cas très simple. Et donc pour ce faire, pour pouvoir analyser tout ça, rien ne vaut une analyse, une étude globale. Donc ce que je vous propose aussi, bien sûr, c'est pour pouvoir approfondir et répondre à vos questions. Vous pouvez aller directement sur le site, sur le lien que nous vous mettons en bas de page, sur lesépargnantsaveyronnais@gmail.com ou tout simplement sur le site www.épargnant-aveyronnais.fr. Donc ce lien vous sera mis en direct pour lequel vous pourrez, pour les abonnés notamment, être abonné à la newsletter avec des informations qui seront mises au jour le jour et actualisées et puis répondre à vos questions. Voilà, bonne continuation, bonne journée à vous.